Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF avec un sommaire assez chargé. On va parler notamment de tous les scandales qui apparaissent dans le domaine du sport. Et pour cela, je suis ravi d'accueillir Pierre Chevalier. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors, bonjour vous êtes à la tête d'une société qui s'appelle Night Watch. Mais vous avez une grande expérience dans le milieu du sport, une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine notamment du rugby, du golf. Vous avez entraîné des équipes, vous avez joué vous-même. Vous jouez encore, oui, oui. Bah oui, vous êtes dans la force de l'âge. Exactement. Et vous connaissez extrêmement bien le milieu du sport et les scandales qui le secouent, évidemment, vous interpellent. On va en parler dans quelques instants. À côté de vous, Jean-Baptiste Duclerc. Bonjour Patrice. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin, tandis que Anne-Charlène Bézina Duclerc est maître de conférence à l'université de Rouen. C'est cela. Et vous enseignez aussi Exactement. à Sciences Po. Oui. Et voilà, je n'ai pas Et ça tout va dit, vous allez très bien. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des scandales d'ailleurs dans le domaine sexuel, dans le domaine de l'université? On en parlera peut-être avec vous. Ils ne sont pas encore sortis, en tout cas. Ils ne sont pas encore sortis. On est en sécurité. Et Jean-Charles Lajoie, bonjour. Bonjour. Ça va bien, vous êtes éditeur. Et vous avez bien raison de publier un livre au titre formidable, Travailler, Voilà. tue. Je pense que c'est tout à Voilà, fait d'actualité. C'est pour ça. C'est une sorte. Les gens le sachent. Il est sorti il y a Oui. 2 ans, mais on va le ressortir en poche. C'est pour ça. D'accord. Et je Ah, pense c'est que génial, c'est voilà. la preuve qu'il a très bien marché. Voilà. Et c'est vraiment d'actualité. Je pense que ça devrait être imposé à chaque gilet jaune pour réfléchir un peu, et puis à tout le monde, mais pas qu'aux gilets jaunes. Mais en tout cas, aux gens qui savent lire, c'est vraiment bien. C'est amoral, immoral et sur le travail, c'est vraiment une très belle. C'est vrai que travailler tue, hein, on ne le dit pas assez. Bah, oui, ça, c'est- Fumer tue, c'est vrai, mais voilà. travailler. Oui, là, on parle de pénibilité. Là, ils mettent la barre assez haut. Là, dans le Oui, livre. c'est un vrai travail compliqué. Alors, on va commencer par l'événement. Ce qui est l'événement, c'est en effet les scandales sexuels qui troublent le milieu du sport, et notamment dans tous les sports. Hein. Là, on parle beaucoup du patinage artistique, mais c'est vrai dans tous les sports. C'est l'événement. Alors c'est vrai que les révélations sur révélations de scandales sexuels, d'attouchements, de viols, etc. dans le milieu du sport. Alors, moi je vais commencer avec vous, Pierre Chevalier. On a l'impression que il y avait des secrets qui étaient bien gardés, que personne n'osait dire. Et là, il suffit qu'une personne parle et on apprend plein de choses terribles d'ailleurs. Ouais, ça ressemble au phénomène planétaire maintenant du hashtag MeToo Ouais, qui a absolument. démarré aux États-Unis et qui va, d'une certaine manière, pour le bien de tous, libérer la parole. Dans le sport, on a effectivement cette bombe qui vient de sortir sur la Fédération française des sports de glace, mais on a Mais on voit que tous les sports sont touchés, quoi. du coup un certain nombre de langues qui se délient et des gens qui se mettent à parler et qui mettent au grand jour ce qu'on peut effectivement appeler scandale, sévices, tout le vocabulaire et le champ lexical de l'innommable quasiment, et tous les sports sont effectivement touchés. On parlait, enfin, on discutait un petit peu avant l'émission. Vous parliez vous-même, vous avez travaillé beaucoup dans le golf notamment. Il y a eu des scandales dans le golf, mais qui sont passés presque inaperçus. Je crois que ce qui est vraiment révélateur, c'est le silence et Oui, c'est ça. l'omerta qui a vraiment duré et depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Dans le secteur golf, effectivement, que je connais bien, puisque dès qu'il y a sport, il y a formation, il y a école, il y a des jeunes publics, parfois depuis l'âge de 5 ans, par exemple, pour le golf. Et effectivement, on a eu l'effroi de constater que certains encadrants, certains dirigeants de clubs ou des encadrants des écoles de golf, par exemple, avaient été pris dans la tourmente. Et le problème qui se pose, c'est que non seulement ils ont été pris dans la tourmente, mais ils ont été repris. Ça veut dire qu'il y a eu des condamnations, et plusieurs fois de suite. Et les gens Donc reviennent. ça veut dire que 3 fois dans le secteur golf, sur les golfs auxquels je pense, et ça veut dire aussi qu'il y a eu 3 fois de trop. C'est ça. En plus, C'est-à-dire 2 qu'on a fois. fermé les yeux. Et 2 on fois. a fermé les yeux, il a été condamné et il n'y a pas eu de suivi. Ouais. Et on en parlera sûrement, c'est notamment maintenant le croisement des fichiers Bien sûr. et de ce qui se fait justement pour prévenir
ce type d'événement. Jusqu'à maintenant, ça ne s'était pas fait. C'est-à-dire qu'en toute impunité, un homme ou une femme pris dans des scandales sexuels pouvait réexercer dans un encadrement soit bénévole, soit salarié. Et c'est ça aussi peut-être la nuance dont on parlera aussi, c'est la nuance entre le bénévolat et les contrats de travail et les points de contrôle qui ne sont pas les mêmes. Absolument. Et puis le fait que les gens qui étaient soupçonnés ou qui avaient été pris la main comme dans le sport, ce qui est arrivé dans le patinage artistique. Mais il y a 3 éléments qui sont importants, me semble-t-il. C'est d'abord qu'il y a entre les entraîneurs ou les encadrants et les jeunes sportifs, il y a d'abord un phénomène d'autorité. Donc c'est important. Il y a une proximité du corps, puisqu'on montre, on touche, forcément dans le sport. Et puis il y a le fait quand même que, et ça, tous les spécialistes le savent, c'est-à-dire que tous les gens qui sont un peu pervers peuvent être attirés par des milieux où il y a des jeunes gens ou des jeunes filles. Oui, et la combinaison de ces 3 éléments donne des choses assez terrible. Le premier, ce que vous avez cité, est peut-être le plus important, c'est l'autorité et, je dirais, l'influence. Oui. L'influence qu'exercent les entraîneurs, les dirigeants, lorsqu'il s'agit notamment, c'est le cas dans la Fédération des sports de glace, de la route vers le haut niveau. C'est-à-dire que c'était, pour certains, quasiment automatique. Si vous voulez percer dans le haut niveau, si tu veux aller le plus haut possible, être championne de France, championne d'Europe, il va falloir en gros que tu sois gentil avec moi. Évidemment, je mets des guillemets partout, mais cette influence-là des entraîneurs, en faisant peser la pression des résultats de la compétition, leur donner cette espèce de, j'ose pas l'appeler de droit à exercer les plus bas instincts. Et donc l'influence, ça, c'est sûr, joue à plein. Derrière, il y a effectivement, dans le sport, la concentration et le fait que la promiscuité, le fait qu'on soit plusieurs des jeunes et autres, il y a l'avant, il y a l'après-entraînement, il y a l'avant, l'après-match. Oui, ça donne malheureusement des idées à certains. Il y a un peu l'abandon des parents aussi, quand même. Je trouve que tout, on exonère... Je ne vais pas dire la complicité, parce que le mot est fort, mais parfois, et on le sait, c'est vrai dans le sport, ça peut être vrai dans d'autres cas comme ça. Ça rappelle d'autres sinistres affaires, mais la première affaire Polanski, je veux dire, le père de cette fille de 15 ans qui apporte, il n'y a pas d'autre mot que apporte sa fille presque en offrande le soir à Jack Nicholson et à Polanski, il sait très bien que c'est une villa où il se passe des partouzes et des défonces de drogue 24 heures sur 24, il dépose sa fille et lui dit « je viendrai te chercher demain matin ». En même temps, bon, je veux dire, vous ne pouvez pas soupçonner aussi, il y a des parents qui peuvent avoir confiance aussi dans l'encadrement. D'accord, mais ça peut... Il peut y avoir une certaine vigilance aussi. Je veux dire, c'est exactement comme les gamins qui amenaient les parents qui amenaient leurs gamins chez c'est pas le phénomène essentiel, à mon avis, mais... Non, mais on peut pas l'exclure, on peut pas ne pas en parler, quoi, parce que c'est. Il y a une notion de confiance générale de l'enfant vers l'encadrement et son club. Quand vous mettez votre enfant et ses parents dans un club sportif, a priori, vous faites confiance à ceux qui vont encadrer. Les yeux fermés, et fort heureusement, ça reste. Ça reste la portion congrue, et c'est une question de confiance des enfants et des parents. Est-ce que les enfants et les parents se parlent, quel que soit le contexte, quels que soient les problèmes? Après, il y a juste une chose, mais au début, l'un de vous a dit, dès que quelqu'un parle, et moi c'est aussi un peu ce qui me choque, c'est qu'on a l'impression que dans ce domaine très réservé et effectivement très compliqué, la moindre parole de la moindre personne, vos autorités, vos jugements, et la personne en face qui est nommée, elle est forcément coupable. La présomption d'innocence, j'ai l'impression que ça n'existe plus du tout dans ce domaine. Alors là, tout le monde... Ça, c'est vrai qu'on l'avait vu avec le phénomène MeToo. Mais parce que peut-être qu'il y a une parole qui a été tellement... Après, le mal est fait. C'est-à-dire que... Tellement empêchée pendant des années que maintenant, elle remonte à la surface. Il y a évidemment... Quand on accuse quelqu'un d'avoir volé une mobilette, il y a quand même une enquête, il y a quand même un truc. Et même si on trouve la mobilette chez la personne, il y a quand même des avocats, il y a quand même la justice. S'il y a procès, il y aura rien. Mais là, pour l'instant, on n'est pas encore au niveau du procès. Dans les journaux, on change le nom du mec qui vole la mobilette. Et là, pas du tout. Simplement en complément, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Charles. Et on a notamment la ministre qui a demandé la démission du patron du patinage et qui décide ensuite de mener une enquête. Dans l'ordre des choses, on mène une enquête et le cas échéant, on appelle à la démission. Donc je suis d'accord.
Anne-Charlène? Moi, je crois qu'on parle d'influence, mais on devrait parler de pouvoir, en réalité, parce que je pense que si ça se passe dans le milieu du sport, que ça se passe dans le milieu du cinéma, que c'est peut-être en train de se passer dans le milieu du politique, c'est notamment parce qu'on est dans des milieux où, comme vous le dites, il y a un chantage qui peut se créer très facilement parce qu'il y a du pouvoir, parce qu'il y a des petits droits qui peuvent amener certains à du coup créer ce climat d'angoisse. Donc moi je crois que c'est même pas tellement la confiance qu'on peut avoir dans un entraîneur ou quelque chose, mais c'est cette idée qu'il y a une rançon quelque part derrière la gloire. Et le milieu du cinéma dont tu faisais le parallèle est à mon avis vraiment un peu identique dans ces idées-là. Il y a une deuxième idée qui est celle Oui, de... il y a une nuance quand même, à mon avis. Enfin, le milieu du cinéma, tous ces milieux-là, il y a un petit côté sulfureux qui a toujours existé. Dans le sport, il y avait quand même une confiance, et il me semble, enfin une confiance totale, notamment des parents. Quand vous mettez votre enfant au sport, vous êtes totalement confiant. Vous ne pensez pas qu'il va se passer des choses terribles. C'est pas pareil peut-être que de mettre son enfant au poney à Ouais, 6 ans mais- que de l'amener au championnat du monde Alors, pour représenter la peut-être France. de Donc, sport de très haut je pense niveau. qu'on parle ici Ouais. de choses qui sont Oui, ce que disait vraiment Pierre dans un Chevalier tout à cénacle l'heure. très resserré et comme vous le dites d'ailleurs avec des périodes de temps qui font qu'on vit ensemble dans des conditions qui sont tout à fait particulières. Donc il y a tout ça aussi. Et je crois que d'ailleurs on parlait de la jeunesse et ces délits-là, c'est pas pareil que quand on vole une mobilette, justement. C'est-à-dire que malheureusement, la parole se libère très longtemps après, et moi je crois que c'est le problème du temps qu'on rencontre ici, c'est qu'on a des infractions qui sont souvent prescrites, ou alors ça, le on a problème. une parole qui se libère et qui du coup va amener à condamner d'office une personne qui n'a pas le temps de se défendre, mais parce que en quelque sorte, la victime se met à parler tellement tard que du coup, il y a un espèce d'effet de, voilà, j'ai envie de dire, la poudre qui fait que tout le monde va se libérer en même temps. Et c'est vrai qu'au niveau judiciaire, moi, ça me gêne un petit peu, mais au moins, on a un effet sociologique qui consiste à limiter, au contraire, rouvrir la parole et à permettre que d'autres victimes puissent maintenant considérer que ça n'est plus un acquis. Et changer les méthodes, c'est changer aussi les consciences. Mais au niveau du droit, au niveau de la justice, c'est vrai qu'on c'est est dans vrai des que ça délits pose- particuliers non, mais et dans ça un pose des temps problèmes. particulier aussi, Vous je avez crois. raison de parler de pouvoir et j'ajoute le terme de pression Ouais. du résultat et pression qu'il y a eu pendant des années sur le fait de ne pas parler. Donc la libération de la parole arrive Oui, c'est ça. maintenant Ouais. et ça va être une déflagration. La pression qui est exercée, c'est exercée par exemple sur des anciennes championnes, je vais pas leur faire l'offense de dire vieilles, mais des anciennes championnes comme Isabelle de Mongeau au tennis. Oui. Ou, Isabelle de Mongeau, ça fait des années ça fait quand des même années qu'elle essaye de lancer l'alerte et maintenant entendue. qu'elle peut être à nouveau entendue sur les pressions qu'elle a subies Ouais. à partir du moment où elle a levé le doigt en disant c'est pas normal. Et les pressions que les uns et les autres ont fait peser sur elle pour qu'elle se la ferme et que absolument. ça reste vraiment sous le silence et que ça finisse par devenir prescrit. Parce qu'il y a une optique de groupe, finalement. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'a pas affaire à un délit individuel. Finalement, c'est tout un milieu qui se sent attaqué quand une affaire sort comme Bien sûr. celle-ci. Et c'est ça qui est intéressant de faire bouger, je pense. Qu'il s'agisse de bousculer un petit peu les principes du droit pénal, malheureusement, on peut tous en être déçus. Présomption d'innocence, et je rajouterai secret de l'instruction. C'est vrai qu'avec la Et société prescription. et prescription... Il faut défendre toutes ces quand même la questions-là. prescription, parce que c'est Bien sûr. important. Bien Parce sûr. qu'il y a Il y a tout aussi un un discours qui dit il faudrait enlever les prescriptions. Je crois que ça serait une très mauvaise Alors, chose. mais- sur la question des délits, enfin, des crimes Après- sexuels, la question mérite de se Ouais, poser ouais. quand même. Parce que c'est vrai que dans le schéma de la victime et de la libération de la parole, on n'est pas du tout dans des infractions qui peuvent s'inscrire dans un temps identique à celui d'une victime, d'un vol, d'un. Mais Voilà. il y a aussi un effet pervers à la prescription, c'est-à-dire que la parole se libérant effectivement très tard, etc., n'importe qui Oui, c'est vrai que s'il n'y a Oui. pas de jugement, oui, balançant Ah une révélation, Vous pouvez une salir supposée quelqu'un, révélation, absolument. Ouais. le type qui est visé ne peut pas se défendre parce qu'il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien du tout. Donc on balance son nom, le type est fini, et voilà, c'est terminé. L'opinion publique a jugé, ah bah oui, ce type est un porc, on ne saura jamais si c'est vrai ou pas vrai. La femme Vous avez raison, a ouais. balancé son nom et c'est fini. Donc, et le type, il est définitivement cuit. Donc voilà, c'est Et ce qui est un peu complexe dangereux. dans le débat qu'on a justement, c'est qu'il s'agit plus de pouvoir effectivement que d'autorité. Et donc pouvoir, c'est-à-dire une possibilité d'évoluer, de grandir dans une carrière, que ce soit dans le monde du cinéma, dans le monde du sport, etc. Bon, alors là, les problèmes dont on parle sont plutôt appliqués au milieu de l'enfance, donc il est difficile
de penser la chose en disant qu'il y a un L'enfance et de intérêt, etc. l'adolescence, Voilà, parfois, hein, ouais. bien sûr. Mais c'est vrai que si on transpose le débat à l'échelle des adultes, et plutôt eu égard au phénomène MeToo, qui dit possibilité d'évoluer, d'obtenir quelque chose de plus dans une carrière professionnelle, dit aussi possibilité de se dire je vais donner mon corps, et puis ensuite, par hypothèse, lorsqu'ensuite il y a un scandale, je vais dire que finalement j'ai agi par voie d'autorité, sous contrainte, etc. Et là, je pense qu'il faut faire bien le départ entre l'hypothèse où on est dans une situation de contrainte qui fait qu'on se sent emprisonné avec des ressorts psychologiques complexes qui font qu'effectivement on se sent comme vraiment violenté, et puis ceux qui vont au contraire utiliser leur corps comme une monnaie d'échange. Et là, on est dans un autre système. Je pense notamment à l'affaire de Weinstein. Là, il y a une des plaignantes qui est mise en cause justement parce que il y a des échanges qui montrent que elle a une relation avec lui qui paraît presque amoureuse, ou en tout cas très intéressée. Il y a une deuxième affaire dans les sports de glace qui vient de sortir dans le sillage de ce qu'a dénoncé Sarah Abitbol, avec justement cette monnaie d'échange où on faisait comprendre à cette jeune que si elle voulait progresser et percer, il fallait qu'en gros elle se prostitue. Elle se prostitue. Oui, C'est en gros, ni plus ni moins ça. Que la mère se prostitue. Donc c'était Là, c'était ce que disait Jean-Charles tout à l'heure. C'était, on appelait en tout cas la complicité de la mère. Je ne sais pas s'il l'a fait ou pas. Mais c'est toute la difficulté de ce cénacle du crime sexuel. C'est que déjà, c'est quelque chose de difficile à avouer. C'est quelque chose qui est protégé généralement du côté de ceux qu'on a peur de balancer. Ce pourquoi c'est bien que la parole se libère, mais on a de l'autre côté tout un problème de preuve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez affaire à deux personnes dans un endroit qui évidemment par principe n'est pas filmé, ce qu'on appelle les secrets de l'alcôve, eh bien le droit rencontre ses limites. C'est que ça va être la parole de l'un contre la parole de l'autre. Enfant contre adulte. Et enfant contre adulte. Donc il y a aussi toutes ces idées, de toute façon, même si je parle, ça ne mènera à rien, etc., qui ont conduit à ce que beaucoup de femmes, finalement, en arrivent à estimer qu'il valait mieux faire son deuil et à ne rien dire. Donc, je pense que même si on vit un moment un peu conflictuel avec toutes ces affaires qui sortent d'un coup, au moins, on peut peut-être essayer de changer le paradigme en disant « parler à temps », pour qu'il puisse y avoir un débat contradictoire de l'autre côté. Ça il y a peut-être un petit peu de ça. D'ailleurs de manière assez collective, dans un sport qui pourrait laisser penser que ce genre d'affaires n'arrive pas. Le rugby, que je connais bien. Il y a une association qui s'est montée il y a quelques années qui s'appelle le Colosse au pied d'argile, qui a été montée par Sébastien Boy, qui est un colosse, qui est un vrai rugbyman avec une carrure et une carrière de rugbyman, et qui a révélé avoir été abusé entre ses 13 ans et ses 15 ans, avec d'autres de ses copains à Saint-Paul-les-Dax, dans un club de rugby. Donc c'est aussi curieux que ça puisse paraître. Vous avez raison, on pourrait penser qu'il y a des clubs ils se sont groupés en association, donc l'association Le Colosse au pied d'argile, et qui fait maintenant beaucoup de prosélytisme et beaucoup de présentations dans les écoles de rugby, tout sport confondu maintenant, de manière à ce que ça n'arrive plus jamais. Et surtout, pour que les uns et les autres s'organisent, même les plus jeunes, même les plus vulnérables, pour parler et dénoncer. Ça n'empêchera pas ce que vous présentiez à demi-mot sur, on va dire, tous sur la calomnie, et le fait de griller quelqu'un sur un balance ton porc sans autre forme de procès et preuve, mais au moins les vrais cas avérés seront mis en lumière, et encore une fois, pour que ça n'arrive plus jamais et que ces gens-là puissent être mis hors d'état de nuire. Je crois que c'est ça l'enjeu, finalement. C'est d'arriver à ce que les générations... Alors, malheureusement, ceux qui parlent maintenant sont déjà un peu sacrifiés psychologiquement, physiquement, on le sait, c'est des séquelles qui restent. Mais parler, ça peut aussi être utile aux générations qui viennent. Et je pense que, justement, ce type d'association, on ne peut que le redire, a un but, mais d'utilité publique, qui consiste à libérer la parole de l'enfant et à démontrer qu'aujourd'hui, ces pratiques n'ont plus lieu d'être. En tout cas... au moins dans l'idée. On peut espérer que la révélation de ces scandales va entraîner un assainissement. Qu'elle ne soit plus couverte un peu, c'est ça l'idée que ça donne, et je crois que c'est une bonne chose. Je reviens là, justement à l'idée de prescription. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée que dans les crimes sexuels, la prescription ne part que de la majorité des victimes ? Alors oui, ou en projet en tout cas. Ça dépend aussi du moment où a eu lieu l'événement. Donc en fait, la prescription, elle n'est pas calculée. On présente souvent ça comme un délai automatique. C'est pas vrai. Ça dépend évidemment du cas, mais malheureusement.
pour des délits qui ont eu lieu dans l'enfance ou d'adolescence, on a aujourd'hui des femmes qui parlent et évidemment le délai est prescrit. Le problème, c'est aussi celui de la preuve, c'est-à-dire que généralement un viol, quand il a été dénoncé dans les prochaines heures, on peut avoir certaines traces physiques de violence, etc. Si c'est 10 ans alors après, que, voilà, c'est le problème de l'enquête aussi, quand vous parlez plus tard et trop tard, il n'y a plus aucun moyen d'être, à part dans le face-à-face de parole, dans quelque chose de plus concret. Alors comment sortir, parce que c'est un vrai problème, c'est ce que disait Jean-Charles ou ce que disait Jean-Baptiste, c'est vrai, c'est-à-dire que ces dénonciations, voilà, elles sont aussi dangereuses, mais comment arbitrer entre le besoin de parole quand même et la dénonciation dangereuse? C'est vrai qu'on est dans deux principes qui sont totalement contradictoires. En réalité. Mais enfin, nous la libération de la parole est nécessaire et la présomption d'innocence est aussi nécessaire. Mais nous vivons quand même dans un pays merveilleux, quoi que beaucoup de gens en disent, avec une justice peut-être lente mais efficace, qui existe, qui donne la parole, qui enquête, une police qui peut faire son boulot. Enfin, on n'est pas dans une sous-république ou quelque chose. Donc, arrêtons aussi de vouloir surréagir dès qu'il y a le moindre livre, vos procès, vos condamnations. Je veux dire, on sort un livre et hop, ça y est, c'est terminé. Ben non, c'est pas terminé. Et je veux dire, il faut que les enquêtes se fassent et il faut qu'on puisse arrêter ce déferlement avec ces journalistes qui s'érigent en procureurs. J'en ai eu la dernière fois sur France Inter, Sarah Bitbol qui dit « Je ne peux pas dire, je n'ai pas le droit de dire le nom du type qui m'a agressé » et Léa Salamé en espèce de grande procureure New Steel qui dit « Ah ben moi je vais le dire » et qui répète 4 fois de suite le nom du type. Qui est-elle pour se permettre un truc pareil? Elle est là, mais ce sont les nouveaux juges. Eh ben, c'est totalement déprimant. Si Léa Salamé, c'est le parangon de la justice, on peut tous flipper. Hein. Non, mais c'est-à-dire, on a perdu le sens commun. Enfin, Moi, je suis un peu d'accord. Je pense qu'on libère la parole, mais finalement plus dans le bon cénacle. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les médias, Twitter et les réseaux sociaux qui décident. Est important. Alors que moi, on parlait à un juge, à un policier, à quelqu'un qui est censé enquêter sur un cas, on a quelque chose d'un peu plus impartial et au moins d'un peu plus équitable avec les droits de la défense, mais toujours ce problème de la prescription, ce problème aussi peut-être des méthodes de la justice qui faisait que pendant longtemps elle n'entendait pas ces cas où elle ne donnait pas une satisfaction équitable avec des procès qui étaient plus ou moins ajournés. On savait très bien que... C'est l'affaire Alenel qui a bien démontré ça d'ailleurs. Oui. La parole, on pouvait la prendre, mais elle n'était pas entendue. Exactement. Il y avait ça quand même. Donc on parle au mauvais endroit, à mon avis, parce que les réseaux sociaux maintenant sont devenus une forme de gigantesque poubelle, un défouloir à tous les plus bas instincts et malheureusement aux causes les plus justes aussi. Donc est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas réformer un petit peu les mentalités, mais parler aux bons interlocuteurs qui sont les juges et pas les médias. Et je pense qu'on fera le parallèle tout à l'heure avec Mila. La question est dans quelle société vit-on où aujourd'hui nos jeunes, nos enfants, nos politiques négocient des traités sur Twitter. Enfin, comment peut-on continuer à vivre comme ça, moi, ça m'angoisse. Si on revient au cas du sport un petit peu plus particulier, c'est que maintenant, c'est aux mains des fédérations. Il y a une prise de conscience, puisqu'il faut bien la nommer comme ça, qui joue à tous les niveaux et tous les donc amateurs professionnels et dans le sport, dans tous les sports. Par exemple, il y a une organisation qui désormais descend vers les clubs amateurs. Pour prendre l'exemple que je connais maintenant, celui de la direction d'un club de rugby. De Versailles. Voilà, du Rugby Club Versailles. Il y a à la discrétion du président d'association, désormais, il doit demander un extrait de casier judiciaire des encadrants, des dirigeants et de ceux qui entraînent toutes les catégories, que ce soit les catégories seniors ou les catégories jeunes. Ça, tout le monde va s'y plier. Puisque de toute façon c'est un acte simple et là qui se fait sur le web. Donc il y a cette prise de conscience générale qui amène les consciences à changer un petit peu et à vérifier, finalement à vérifier. On débusquera peut-être, je crois que c'est la Fédération française de foot qui a lancé un test avec le partage du fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles et un croisement avec les fichiers de licence au moment de prendre la licence sportive. Donc ça, c'est assez innovant et c'est assez inédit. Et en croisant tout cela, ça concerne évidemment des milliers de licenciés en France. Un cas a été débusqué, mais ça suffit pour mettre en place ce système administratif qui est finalement pas trop compliqué à mettre en place. Puisque vous parliez de vos responsabilités au
club de rugby de Versailles. Comment, vous avez discuté évidemment avec d'autres responsables, comment s'est vécu ces révélations qu'on entend? Est-ce qu'il y a une sorte de tremblement de terre? Oui, alors c'est pas non plus. Je pense que est-ce qu'on découvre aussi peut-être dans on le milieu découvre. sportif, C'est une surprise pour la plupart, la plupart des encadrants, évidemment. Côté Versailles, c'est, je pense, un moyen de montrer, au contraire, de prendre à l'inverse, et un contre-pied total, de montrer à quel point notre formation est bien encadrée pour le bien-être et la performance de nos jeunes. On a des enfants à l'école de rugby qui vont de 5-6 ans jusqu'aux vétérans que je représente à plus de 35 ans. Justement, prendre le contre-pied et dire, évidemment, pas de ça chez nous. On vérifie malgré tout de manière administrative que c'est bien le cas. J'ose espérer, non, j'en suis sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, mais en tout cas de prendre le contre-pied et de pouvoir montrer à quel point la formation est encadrée, saine, et pour le bien-être de tous les enfants et de tous les jeunes et jeunes adultes qui nous sont confiés. Oui, parce que le pire, quand même, des conséquences que pourraient avoir ces affaires, ça serait que les parents redoutent de mettre leurs enfants dans des clubs sportifs. C'est pour ça qu'il faut tuer dans donner l'œuf. des garanties. Il faut tuer dans l'œuf le plus vite possible ces quelques cas ignobles, de manière à ce qu'on puisse reparler de sport, reparler de performance et reparler du bien-être des jeunes et du sport santé en général, et mettre de côté, malgré tout, je pense que des nombreux cas qui ne manqueront pas de venir au bout du jour. Ça va continuer. Sport santé et sport valeur, disons. Valeur, aussi, oui, parce que chez rugby, voilà. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier ça, c'est quand même le domaine des valeurs, le sport. Bien sûr. C'est Camus qui disait ce qu'il avait appris, pratiquement c'était au foot qu'il avait appris. C'est quand même ça. La surprise est d'autant plus grande. Vous le citiez tout à l'heure, justement ces cas qui vont émerger, qui vont sortir du silence, c'est avant tout des grandes surprises pour le milieu du sport. Ouais. Et c'est parfois même ces valeurs qui peuvent faire que le scandale ne remonte pas, justement parce que, qu'il faut ayant conscience de la généralisation de la chose, en disant maintenant, dans ce club, il n'y a que des agressions et des viols, du coup, ça peut créer un système pervers qui fait que le scandale n'aboutit pas. Bien sûr, et qu'on a étouffé le scandale pendant longtemps. Ça, exactement. On a fait le tour de ce sujet, vous êtes d'accord? Jusqu'au prochain scandale. Vous vouliez peut-être parler de Mila alors, puisque vous dites que c'est assez proche, c'est un peu la polémique, parce qu'on voit bien que la France est partagée sur ce sujet. Est-ce qu'on a le droit au blasphème ou pas? C'est la polémique de la semaine. Alors, l'affaire Mila, rappelez, parce que c'est une affaire qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait. Non, mais on en a parlé la dernière fois. Non, c'est cette pauvre jeune fille qui discute sur Internet, un groupe de parole, un type un peu lourd essaye d'entamer une conversation plus sexuelle qu'anodine, et cette Mila lui dit gentiment, mais franchement gentiment, écoute, c'est gentil, mais c'est pas mon truc, brisons-la, quoi, on arrête. Et là, un déferlement de haine de la part de ce type, qui la traite en direct de salgouine, et le truc démarre. Et elle, effectivement, elle se fait traiter de salgouine, elle répond, écoute, ta religion de merde, je la déteste, et le prophète, je lui mets un doigt dans le cul. Bon. C'est extrêmement indélicat, c'est pas beau, c'est pas correct, c'est idiot. Ok. Est-ce que ça vaut condamnation? Est-ce que ça vaut condamnation à mort? Et surtout, est-ce que ça vaut le silence de toutes, et je dis bien de toutes les associations féministes qui, pour l'instant, on a l'impression que Mila est un homme. C'est-à-dire que les associations féministes ont peur, visiblement, de s'attaquer à ce problème de religion et de dire « Ah bah oui, mais alors elle a dit du mal de l'islam, alors là, on la reconnaît plus en tant que femme, on ne la défend pas. » Je veux dire, c'est totalement dément, quoi. Et des paroles un peu ambiguës, et de la garde des Sceaux, ou des paroles condamnantes, par exemple, Ségolène Royal. Entre Nicole Belloubet et Ségolène Royal, alors là... alors peut-être qu'on peut faire d'abord un point juridique sur le droit au blasphème. Il n'existe pas? Alors, il n'existe pas de droit au blasphème, mais en réalité, il n'existe pas de blasphème. Donc déjà, au moins, on blasphème est un mot religieux, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on appelle le blasphème, c'est cette idée donc
de critiquer ou de se moquer d'une religion, mais ça n'a aucun fondement juridique. Ça en avait un jusqu'à 2017 en droit alsacien-mosellan, mais qui est déjà tout à fait particulier, et qui a été en plus abrogé, parce qu'il était tombé en désuétude depuis 1912, il a été abrogé en 2017. Donc on n'a pas de fondement dans le code pénal d'un délit de blasphème, et c'est normal parce qu'on veut séparer en droit l'État et n'importe quelle législation de la religion. D'accord ? Face à cela, une fois qu'on a dit ça, en réalité, on n'a pas dit grand-chose. Et c'est pour ça que la Cour européenne des droits de l'homme a eu plusieurs fois à se prononcer sur des caricatures, des dessins, des écrivains, des paroles, des spectacles qui ont pu avoir lieu et critiquer la religion. Critiquer la religion, c'est comme critiquer n'importe quel autre cénacle pour la Cour européenne des droits de l'homme. Ça doit se faire dans le respect, sur un ton humoristique ou sur un ton polémique pour lancer un débat. Ça ne doit pas mener à ce qu'on appelle des incitations à la haine, mais ça c'est un délit purement français qu'on a dans notre loi sur la liberté de la presse de 1881. Et qui dépasse la religion. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme était assez libérale pendant très longtemps et que l'année dernière, où il y a à peu près 18 mois, dans un arrêt contre l'Autriche, elle a pu reconnaître qu'on pouvait aller trop loin dans la critique des religions et elle a donc, alors certains juristes disent consacré le délit de blasphème, mais c'est pas du tout le cas, mais elle a en effet puni, je crois, une association pour avoir été un petit peu trop loin dans la critique de religion. Donc c'est vrai que le curseur est assez délicat à fixer. Ici, ce qui pourrait aller dans l'incitation à la haine, dans ce qu'elle a fait, c'est le public auquel elle avait affaire, c'est-à-dire que ça ne s'est pas passé dans un cénacle privé, ça s'est fait sur des réseaux, donc du coup il y a un côté un peu médiatique, on va dire un phénomène de groupe, mais incitation à la haine, c'est pas totalement en corrélation non plus avec ce qu'elle a dit, donc c'est assez compliqué. J'avais une précision, pardon, juste, je reste un peu sur le plan juridique. Parce que c'est intéressant quand même. Il me semblait, moi, qu'on pouvait critiquer les religions et pas les pratiquants. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, quand Houellebecq a dit l'islam est la religion la plus con qui existe, il n'a pas été condamné. Quand Brigitte Bardot a dit les musulmans sont des sauvages, elle a été condamnée. Mais d'un côté, il y avait une religion qui était attaquée, de l'autre, des pratiquants. Est-ce qu'il y a cette... Effectivement, c'est vraiment cette dichotomie qui Cette est dichotomie retenue. C'est-à-dire qu'en fait, on peut critiquer des principes, des idées, des idéologies, Et pas les gens. mais on ne peut pas critiquer directement des personnes. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, la distinction a ses limites, puisque critiquer une religion, c'est incidemment critiquer ceux qui la pratiquent si on fait une généralité et qu'on a des propos offensants. Donc, c'est byzantin, oui, comme on dit. Voilà. Alors ça, c'était les principes juridiques. Après, il y a une analyse politique. Vous voulez intervenir là-dessus, Pierre? Je dirais que ce qui est étonnant de noter, et on en parlait sur le sujet précédent, c'est cette nouvelle tribune des réseaux sociaux qui là aussi a son lot et son déferlement de paroles. Au départ, c'est du contextuel, ça reste du domaine privé. Ces échanges-là que vous rappeliez, et puis derrière il y a ce déferlement parce qu'on attaque l'islam, parce qu'on attaque cette religion-là, parce que finalement elle n'a pas visé les autres. Donc on parle d'un phénomène assez générique, mais spécifique sur la religion musulmane, et derrière tout y passe. Ses préférences sexuelles, la personne qu'elle est elle-même, et puis désormais, il y a maintenant, je pense que du côté juridique, il y a a priori la justice hésite également, parce qu'il y a deux affaires qui vont sortir, et de recherche de condamnation qui vont sortir. D'un côté, essayer de débusquer les auteurs des propos pour harcèlement et incitation au meurtre, d'un côté, et elle, de l'autre, en disant c'est de l'incitation à la haine raciale. Ça a été abandonné. Le parquet avait cette drôle d'idée, et puis finalement, devant le tollé. Parce que je rappelle quand même une chose, que Anne-Charlène parlait des réseaux sociaux en disant on n'est pas dans le domaine privé. Alors, que pensez-vous de Frédéric Froment, qui sur France Inter, qui ne me paraît pas être une radio microscopique et confidentielle, se permet entre 17 et 18 heures, la plus grosse écoute à la radio à cette heure-là, sur toute chaîne confondue, qui se permet une chanson très drôle en disant « Jésus est un pédé, Jésus est pédé, il a été cloué sur la croix, on aurait mieux fait de l'enculer ». Bon.
Vous avez vu Est-ce qu'on a entendu Non, le mais vous moindre... avez vu que ça n'a suscité strictement aucune réaction, c'est-à-dire que la prise de risque de l'humoriste en question, elle est nulle. Bien sûr, mais non, mais je veux dire, on peut proposer de Il y a des sodomiser le religions pape qu'on et tous les peut noms. plus Il critiquer n'y a aucun que d'autres, problème. ça, on le sait depuis Non, mais je veux longtemps. dire, Je pense que la réponse est dans la réaction que vous avez eue, c'est que vous avez parlé d'un humoriste. Donc Oui, on c'est parle un d'un humoriste, humoriste. Donc il est déjà pas dans les mêmes catégories légales qu'elle, parce je que ne vois pas la différence il entre essaye- Mila et un humoriste. Non, après, on peut. moi j'en vois une, c'est-à-dire qu'en réalité il y en a Si c'est un qui un essaye sketch, de c'est un faire sketch, après, rire, on peut qui est sur aimer ou un pas aimer, second degré, alors que elle... Alors la question c'est celle du degré aussi, parce qu'on voit bien, et comme tu le dis, qu'elle réplique, d'accord. Voilà. Elle est déjà dans quelque chose qui l'a énervée. Nos jeunes... Alors, ça, soit dit en passant d'ailleurs, c'est peut-être un moment aussi pour dire quelle violence des deux côtés quand même. Incroyable. La jeunesse qui vit Ouais. les Mais pas des temps deux côtés, actuels. d'un seul côté, la violence. Où est-ce Alors, qu'il y a une violence de sa part elle réplique Enfin, quand même très durement. Je me permettrai même pas de reprendre les propos tellement je les trouve un petit peu gras. Du côté adverse, on a des menaces de mort. Menaces de mort, Et si oui, non, c'était la c'est seule terrible. à vivre ça serait même déjà dramatique. Mais ça n'est absolument pas le cas. On parle de jeunes qui se suicident en raison des mots qui voient apparaître sur leur réseau. Moi, je trouve que c'est vraiment ça déjà le premier cas, c'est arrêtons de se parler sur ce ton-là, à ces âges-là où on est fragile, où on se cherche, où on l'a cherché sur son orientation sexuelle, sur sa manière de se présenter. On va trop loin. Il faudrait peut-être essayer de reprendre les choses à zéro sur les réseaux. Se parler correctement et censurer Mais si tout on de se parlait suite correctement, tous les il n'y aurait pas de commentaires. problème. Il y aurait pas, Mais voilà, il y aurait c'est ça. pas- Mais je ne comprends il y pas aurait comment à des faire. commentaires comme ça peuvent prospérer. Il y a forcément il y a un Alors, souci de modération, en tout Ça, cas. c'est le premier point. Après, il y a les réactions. Il y a un sondage qui montre que les Français sont dividés. 50% disent oui, on peut critiquer la religion, 50% pensent que non. Et puis, il y a les interventions des politiques. Intervention très étonnante de Ségolène Royal, non? Votre avis. On la sent tellement en recherche d'une nouvelle, d'un nouvel auditoire, d'un nouvel électorat qu'effectivement elle est prête à enfourcher à peu près n'importe quel cheval de bataille. Elle a condamné très nettement Mila. Eugène Mila. Oui, c'est ça. oui, non, mais Pour dire les c'est choses. stupéfiant. Enfin, je veux dire, cette femme qui était comme à une époque tout à fait sensée, qui était à la pointe de combats tout à fait intelligents contre le bizutage, enfin, qui a vraiment pour ça que mené je disais votre ami, c'était à l'époque. mais oui, non, mais des très belles campagnes. Mais là, on se dit, mais quelle folie la saisie. Alors, Elle était gênée quand même pendant qu'elle répond. Moi, je suis d'accord avec la nouvelle Ségolène dont tu parles. C'est-à-dire que... Oui, c'est pour ça que tout ça n'est moins sincère que elle essaie de calculé, trouver un quoi. nouvel électorat et une nouvelle personnalité. Mais est-ce qu'elle va la garder? C'est la grande question. Je ne suis pas sûre. Après, il y a aussi le traitement, il y a l'affaire, il y a le traitement de l'affaire qui biaise un petit peu les choses parce que c'est quelque chose qui est repris par les médias et qui, d'ailleurs, à un moment, l'affaire commençait à s'éteindre et vous voyez qu'un jour après, on en reparle encore parce que les médias interrogent les politiques et avec cette question qui, en fait, biaise complètement la réflexion, êtes-vous Mila ou n'êtes-vous pas Mila? Et la manière de présenter le débat est complètement folle et la question n'est pas reprise. Alors qu'en réalité, je crois qu'on est globalement à peu près tous d'accord pour dire que la liberté d'expression, à tout le moins si on est républicain, oui. que la liberté est la règle et la restriction l'exception. Alors évidemment, cette liberté, on n'est pas dans un état totalitaire, c'est-à-dire qu'on peut dire des conneries, on peut même, comment dirais-je, insulter dans une certaine mesure sans tomber complètement sous le coup de la loi. Ça me paraît sensé. Et puis dans le même temps, on est tous d'accord pour dire que on n'a pas à insulter, on n'a pas à injurier, on n'a pas à généraliser et qu'il faut avoir un petit peu de subtilité. Donc dire êtes-vous Mila ou n'êtes-vous pas Mila, c'est ne pas voir la double face du problème et du coup c'est insister sur un élément et faire que l'autre peut prendre pour vrai ce qui en fait est pensé autrement par. Jean-Baptiste, c'est pas du tout. On recommence le procès. C'est pas du tout ce que ça veut dire parce que là vous dites on n'en parlait plus, on n'en parle plus peut-être. Enfin on aurait pu ne plus en parler, mais enfin Mila, elle est toujours exclue de son collège, enfin exclue de force de son collège, elle est scolarisée à domicile, on est en train de voir comment on peut changer son nom parce qu'elle ne peut plus aller nulle part. Non, parce qu'on continue d'en parler et que du coup les choses c'est le problème de la tribune des réseaux sociaux avec justement cette absence de nuance. C'est presque manichéen. Vous devez dire, absolument. Vous êtes pour, vous êtes contre. Voilà. Il y a hashtag je suis ou hashtag je ne suis pas. Et c'est ce manque de. Il n'y a plus aucune ce manque de réflexion nuance, possible. Parce que je suis persuadé que tous autour de la table, on n'a pas un avis tranché
sur Bien sûr la que non. question, parce qu'il y a peut-être du pour et du contre à chaque Bien fois. sûr, Il faut bien peut-être analyser un petit peu plus. Sauf que c'est tellement Mais on instantané. est sommé d'être pour ou contre. C'est On est tellement sommé d'être instantané, tellement c'est blanc ou rapide. noir et voilà. Oui, mais La nuance n'est pas d'ailleurs, comme mise. les premiers échanges que vous Oui. rappeliez, c'est-à-dire ça a été tellement violent, ça a été tellement rapide que le déferlement derrière doit être adressé en étant pour ou contre. Oui, mais on est tous d'accord pour dire que les paroles de Mila sont grotesques et choquantes et provocantes. On est d'accord. De même que Frédéric Froment sur France Inter. Mais la question n'est pas là. La question, c'est est-ce qu'on a le droit de dire les choses ou pas? Et surtout, est-ce qu'on a le droit de laisser une fille condamnée à mort par des gens? Le vrai débat, il est là. Vous voyez bien que les réponses pas dans ses viennent paroles. avec les questions. la responsabilité. Il n'est pas dans les paroles de Mila. Il est dans le fait que des gens s'arrangent de droit de dire elle a dit ça, ça nous plaît pas. On la condamne à mort, on lui interdit de Non, mais sortir. en posant ces questions, vous voyez bien vous introduisez déjà des nuances. Donc, c'est vrai que là, on est sommé d'être pour, contre, blanc, noir, d'avoir une position absolue, alors que les affaires sont souvent plus compliquées que ça. C'est Oui, vrai. enfin, moi, je suis pour la liberté. Donc, Oui, on peut être pour la liberté. Oui. Je crois quand même que les réseaux sociaux ont une responsabilité Oui, je pense, dans quand ces même. affaires-là, notamment parce qu'il n'y a pas d'identité sur ces réseaux, Oui, il y a et que c'est l'anonymat. pour ça que finalement on peut être Mila ou ne pas être Mila, parce qu'on n'est pas recherché derrière, il n'y a pas de conséquences à la parole. Alors que si aujourd'hui la pauvre Mila en subit les conséquences, mais tout le monde doit comprendre que ce qu'on dit sur ces réseaux-là n'est pas, ça n'est pas une poubelle. Les gens les reçoivent, et on a des adolescents qui se suicident à cause de ça, je le redis. Mais moi, je trouve qu'on est vraiment ici dans le cœur d'une polémique qui est intéressante sur comment les réseaux sociaux peuvent arriver à mettre fin à ce type de discours et à censurer, à modérer, à trouver des éléments pour qu'en tout cas l'identité puisse être connue et pour qu'on puisse agir. Si ces réseaux sociaux sont des tribunaux, qu'ils agissent comme des tribunaux alors. Puis relativisons aussi les choses. Là, on n'est pas face à deux adultes type Zemmour Oui, qui c'est ça, va c'est parler des à un gamins. imam sur un débat qui va être préparé, qui va créer du buzz. Là, on a deux adolescents qui, d'ailleurs, le premier en plus a quand même jugé aussi très sévèrement son identité sexuelle par rapport à l'islam, en disant qu'elle allait brûler en enfer. Et donc, par rapport à ça, elle critique la religion. Chacun est dans l'outrance. Deux adolescents qui... Non, là qui- où c'est qui grave, sont dans leur Jean-Charles a rôle raison de et- le dire, c'est qu'elle est menacée de mort, c'est qu'elle ne peut plus aller au Bien sûr, lycée. bien C'est sûr, voilà, bien sûr. C'est ça, c'est. Oui. Non, mais pour relativiser la portée. Absolument, de la portée de cette ça, oui, parole. ça. Bien sûr, C'est après, un bien débat sûr, de gamins évidemment. et toute la France est obligée de prendre parti. Voilà. En gros, c'est ça. Exactement. Alors, on continue avec notre société va quand même vachement bien, le sport, les réseaux sociaux. Et puis, il y a eu ce débat formidable sur le congé parental quand une famille perd un enfant. Eh ben, c'est le débat de la semaine. Oui, c'est ça. On a l'impression d'être dans un pur surréalisme. C'est-à-dire quand on aborde ces sujets, c'est-à-dire ouais, quand même, hein, on va quand même un peu mal, non? Oui. Non, mais quand vous regardez les sujets qui divisent la C'est société. vrai que le fait de le traiter tous ensemble. Et tous ensemble. Sur ce plateau-là, mais c'est vrai qu'on nage en plein délire. Mais malheureusement, il y a aussi des victimes, il ne faut pas l'oublier, quelles qu'elles soient et quel que soit le niveau. Mais c'est vrai, c'est une vraie question sur l'état de notre société, Absolument. l'état psychologique, Ouais. sociologique de. Oui, il y a des bonnes nouvelles. de Les notre Français monde. ont battu les Anglais. Oui, heureusement. Ça fait du bien en plus. ça, c'est bah, du- voilà. Non, mais on va. Alors, on va finir avec les mauvaises nouvelles et puis après on terminera avec les raisons de se réjouir. C'est vrai qu'il y a Hervé Lebras qui avait écrit un livre qui était Comment se sentir mal dans une France qui va bien, quoi. Il y a aussi ce pessimisme ambiant qui est terrible. Mais parlons un peu de cette polémique sur le congé parental. En effet, les députés avaient demandé l'allongement du congé parental au compte perte d'un enfant. Opposition de la ministre du Travail qui dit c'est pas aux entreprises de faire de l'humanitaire, c'est pas aux entreprises de payer ça. Évidemment, ça a engendré une polémique. Edouard Plenel a dit que c'était d'une ignominie, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Charles? On va commencer par vous qui soutenez J'en sans pense doute plusieurs Madame la choses. Alors, ministre. première chose, que Madame Pénicaud soit pas la plus grande communicante et Non, la ça, plus. ça, Ça, je pense que. Ça Je pense que là, on peut faire une s'entend même. certaine unanimité. Donc là, disons, pour reprendre, la messe est dite. OK, de ce côté-là. Après, je suis obligé de reconnaître pour une fois que, vous allez me rappeler son nom, je l'oublie, ça doit être un acte manqué, l'éditorialiste politique de France Inter. Bon. Ça y est. Enfin bref, ça va nous revenir. Qui lui-même disait
disais, mais c'est un débat d'une extrême malhonnêteté, et il accusait Alors, effectivement c'est assez malhonnête, on a dit, Edoui oui. Plenel lui-même d'ignominie, parce qu'il dit les députés ont simplement, et là Thomas Legrand, voilà, qui normalement est à la limite de l'extrême gauche, qui est toujours à tirer peut-être pas quand à même, boulet rouge sur tout ce qui vient du gouvernement, ne serait-ce parce qu'il y a le mot goût dedans, alors hop, tout de suite il attaque. Et là, c'est lui qui vient à la rescousse des députés. Évidemment. Et il vient à la rescousse des députés d'En Marche en disant ils se sont juste placés sur un truc parce que le truc était mal ficelé juridiquement et qu'ils allaient aller dans le mur et que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Et lui-même dit mais on peut pas soupçonner un seul instant aucun député d'En Marche ou de quelle que soit sa couleur. Il y a probablement une faute de communication. Voilà, c'est une énorme faute de communication et les députés s'étaient retranchés derrière des arguties juridiques. Et voilà, je pense qu'il faut replacer ça là-dessus. Bon, mais là, on peut douter de cela, c'est que le président de la République est intervenu dans ce débat pour demander à la majorité de faire preuve d'humanité. Oui. Donc ça donne à croire qu'on n'est pas dans l'erreur. Ou alors il y a une erreur dans l'erreur, mais enfin, je comprends pas bien. Je pense que c'est l'erreur dans l'erreur. Je pense qu'il y a des moments, en ce moment, on entend peu Emmanuel Macron, et quand on l'entend, peut-être un moment où il aurait pu aussi se taire. Parce qu'effectivement, l'histoire de se tirer une balle dans le pied, de se mettre tous ces députés contre soi en disant vous manquez d'humanité, enfin, on a envie de dire, je sais pas, Manu, relis tes fiches, quoi. Enfin, cela dit, je cite, pardon, excusez-moi, Denis Tidina qui sort un dictionnaire amoureux de De Gaulle, et dans une interview, il dit si Macron veut être réélu, il faut qu'il se sépare du macronisme. Donc c'est peut-être ce qu'il est en train de faire. Le premier attache de la fusée est parti, est bien parti. Non, Emmanuel Macron répondait lui-même au début de polémique qui là aussi avait commencé sur les réseaux sociaux et qui avait débuté par François Ruffin, je crois. Oui, c'est François Ruffin qui avait porté le voilà, on a débat à l'Assemblée. Sur le ficelage juridique rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, il y a déjà une disposition sur le congé parental pour deuil de l'enfant qui devait être rallongé, et il y avait 2 amendements sur cet article qui demandaient, je crois, 48 heures de réflexion, etc., sur les indemnités en plus. Et en réalité, on n'avait gardé que les 2 amendements en supprimant la disposition initiale, là par une erreur. Et donc, du coup, quand on est arrivé sur la discussion de l'amendement, il n'y avait plus le dispositif général. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été un petit peu dans l'angoisse en disant, mais 48 heures, c'est plus suffisant. On était censé être dans les 48 heures sur 12 jours. Donc, il y a un problème technique. Ce sur quoi Muriel Pénicaud a ensuite enchaîné en disant oui, mais finalement c'est tout le dispositif qui méritait de tomber. Mais en réalité, c'est vrai qu'au départ, c'est parti d'un espèce de petit cafouillage de discussion qui convient de retracer. La chose que ça dit de la Ve République, à mon avis, voilà, de la Ve République, c'est qu'on avait affaire sous De Gaulle à des députés qu'on qualifiait de députés godillots, dans le sens où on leur aurait donné à voter n'importe quoi, ils allaient suivre leur majorité. Ici, on a vraiment la preuve de cela, c'est-à-dire que malheureusement, l'Assemblée nationale, c'est quand même censé être le lieu du débat public, donc même quand on est dans la majorité, on est censé quand même pouvoir ouvrir ses oreilles. Et ici, on a vraiment la démonstration d'une discipline de parti tellement forte que dès lors qu'on a le ministre qui dit quelque chose, le groupe, évidemment, suit. Et je crois que c'est là-dessus qu'ils se sont un peu ridiculisés. Il y a cette lecture-là, qui est une lecture politique que vous faites. Il y a une lecture sociologique qu'on peut faire, ou même économique. Est-ce que la loi de l'entreprise n'est pas en train de s'imposer partout? C'est-à-dire, on reproche d'ailleurs à Macron, à sa majorité, de gérer la France comme une entreprise, avec les règles de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a des lois de l'entreprise, qui est à dire de dépenser le moins possible, de faire le plus de bénéfices possible. Est-ce que c'est pas ça, au fond, qu'on reproche à cette majorité, à ce gouvernement? C'est-à-dire d'être trop à l'écoute de l'économie. Mais je crois que d'avait perdu peut-être un peu l'humanité qui va aussi qui est nécessaire aussi quand on gouverne. Mais je crois que la question politique est liée justement à cette question économique. C'est-à-dire qu'on avait effectivement un Parlement godillot plutôt au début de la Ve République, mais ça s'est un petit peu perdu quand même. C'est-à-dire que cette idée de fait majoritaire, on a eu sous Sarkozy, sous Hollande, des majorités qui, quand même, sur des sujets importants, prenaient leur distance, modifiaient les choses. Bon, là, effectivement, on retombe dans les travers d'une
ce qu'on peut aussi appeler une chambre d'enregistrement. Mais je crois que ça tient justement au profil de ces parlementaires qui sont non pas des politiques, mais qui sont pour l'essentiel issus de la société civile. Et je crois que c'est ça qui explique qu'ils n'ont pas aussi cette conscience politique de s'imposer et qu'ils ont plutôt ce réflexe qui est le leur, qui est un réflexe d'économistes, qui sont des bons techniciens dans leur domaine, mais qui vont plutôt avoir un réflexe de la société civile et de se dire je vais faire ce que je sais faire et quand je ne sais pas, j'y vais. Et puis ce que je sais faire, c'est par exemple des interventions qui vont consister à dire que du point de vue de l'entreprise, c'est pas l'entreprise de le faire et d'avoir ce discours-là. Donc je crois que les deux questions sont liées et on peut regretter aussi qu'il n'y ait pas cette culture politique aussi des parlementaires. On pensait qu'ils allaient l'acquérir justement cette culture assez rapidement et on se rend compte que c'est pas le cas et je trouve que c'est plutôt dommage. Il y a un fil rouge dans les 3 sujets qu'on vient d'évoquer, c'est l'aspect communication et l'instantanéité. Oui, on parlait des réseaux sociaux sur les deux premiers sujets. C'est peut-être un peu moins le cas, enfin même carrément moins le cas ici. On ne reviendra pas effectivement sur la maîtrise des dossiers de Muriel Pénicaud et les couacs à répétition justement lorsqu'elle est fébrile sur un sujet. Et là c'est la bombe était lâchée et sur la présentation, ne serait-ce que de l'étude à l'Assemblée nationale de ce projet et les interprétations qu'en ont fait certains ministres ont achevé ce projet et cette consultation finalement dans le fond. Mais moi, je crois surtout une chose, moi, j'y crois pas du tout au fait qu'on est dans cet esprit de l'entreprise face à l'humanité. Moi, c'est quand même, j'y reviens parce que c'est quand même un des reproches qu'on fait sur au un pouvoir actuel, dispositif me aussi semble-t-il. marginal. Est-ce que même les entreprises n'auraient pas pu, si ça avait été les grands patrons qui l'avaient voté, ça serait passé à l'unanimité. Ouais. Donc moi, je ne crois pas une seconde au fait qu'on oppose la loi de l'humanité à la loi de l'économie, parce que les deux peuvent largement s'entendre. Heureusement, on vit en démocratie. Mais la seule chose qui, moi, me dérange, et je pense que la faute de communication, on l'a commise bien plus tard, quand les députés se sont dit prêts à revoter dans un sens différent. Et là, je crois qu'on ridiculise complètement notre Assemblée nationale, le processus, et voire même le courage politique. C'est-à-dire que si le dispositif n'était pas le bon et que la ministre a tenté de s'y opposer, reprenons à zéro, ou alors disons, eh bien non, c'est parce que ce dispositif était mal ficelé et qu'on n'en veut pas. Voilà, mais il faut vous avez été godillé dans un sens, vous pouvez aller dans l'autre. Hein. C'est malheureusement ça que ça donne comme impression, et ça prouve aussi que cette... Et donc ils n'ont pas d'idée. En même temps, moi c'est ça qui me gêne, c'est qu'on n'ose pas forcément décider quelque chose, et là en plus on a un président qui est un peu mis en minorité avec les retraites, et qui essaye de se faire aimer en partant de l'autre côté. Ça c'est un peu dangereux, et l'esprit de Gaulle c'était vraiment de trancher dans le vif et d'y aller une bonne fois pour toutes. Je crois que ça manque un peu à nos politiques en ce moment. Mais quand je parlais de cette mainmise de l'économie, sur la question des retraites, c'est bien ça aussi qu'on reproche au pouvoir. C'est-à-dire d'avoir plus une sur la question des retraites, une vision économique, une vision même financière. Financière, oui. C'est un sujet économique aussi. Là, on parle du financement des retraites. De la chose, ça me rassure. Mais est-ce qu'il y a une vision humaine de la retraite? Est-ce qu'une réforme de retraite, des retraites, mais voilà, le travail est tu. Moi, je suis d'accord. Revenons-en. Lisons tous les romans de la Joigny édition et on ira mieux. Voilà. Exactement. Justement, vous parliez de la confrontation au fond de ces ministres finalement au suffrage universel. Il y a une polémique sur le Premier ministre qui se présente à la mairie du Havre. Certains disent on ne peut pas être Premier ministre et se présenter aux élections municipales. D'autres disent au contraire, voilà, il va se confronter au terrain et c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je trouve qu'il y a déjà des polémiques qui ont assez peu d'intérêt, mais alors là, on gravit des sommets. Je veux dire, qu'on en vienne pour attaquer... pour dire je vous présente, mais je ne serai pas le maire parce que je reviens à Matignon. Pour attaquer Édouard Philippe, on se doute bien qu'il ne peut pas être maire du Havre et Premier ministre. Bon, donc là, il n'y a pas de polémique, c'est-à-dire on ne peut pas faire les deux. Donc, qui se présente... Autrefois, ça existait. Hein. Chabon était maire de Bordeaux, me semble-t-il, quand il était ministre. En fonction, je ne suis pas sûre. Je crois. Oui, si. Juppé aussi était ministre. Autre époque, c'est quand même mieux, parce que ou alors ça veut dire qu'on ne fait rien à la mairie de Bordeaux ou on ne fait rien à Matignon. Enfin, je veux dire, si on peut faire les deux tranquillement, ça ne me paraît plus du tout d'actualité. Enfin, il n'y a quand même pas, même pas lieu de débat. Enfin, je veux dire, il a le droit de se présenter. Je veux dire, c'est une personnalité. Il était non, mais est-ce que c'est bien justement de se confronter?
c'est un vieux problème quand on a C'est pas parlé le du problème cumul des des voix mandats, publiques, en justement. tout cas. Les adversaires du cumul des mandats disaient, mais si vous interdisez le cumul des mandats, ça veut dire qu'ils vont être hors sol, tous ces députés qui est Là aussi, un peu loin. Là aussi, c'est une difficulté ou un problème de présentation et de communication. Ça arrive finalement au sein d'un quinquennat qui prône le non-cumul des mandats. Oui. Et alors, Voilà. il le dit concrètement, c'est-à-dire je me présente, c'est peut-être pour plus tard, c'est reculer Oui. pour mieux sauter et récupérer après, la mairie oui. du Havre après son mandat à Matignon, mais ça laisse la possibilité de penser qu'on pourrait faire les deux. Et a priori, il y a suffisamment à faire à Matignon en ce moment pour ne pas troubler l'action et la communication sur une mairie du Havre, par exemple. En plus, c'est relativement courageux parce que on peut aussi penser que la personnalité Oui, ça pourrait être, d'Édouard Philippe, c'est prendre un risque. l'humeur des Havrais vis-à-vis du gouvernement pourrait tout à fait faire qu'ils font un score bien en deçà de ce qu'ils pouvaient On espérer. verra. Donc c'est courageux. Alors, puisqu'il nous reste à peu près une minute et qu'on va finir sur un sourire, de gaieté. justement, vous en parliez, la victoire de l'équipe de France face à l'Angleterre en rugby. Que c'est bon. Que c'est bon. Et puis évidemment, face à nos meilleurs ennemis anglais, Oui, c'est. qui avait promis la castagne. Et ben là, toujours pour parler de communication, c'est l'arroseur arrosé. Oui, C'est absolument. Eddie Jones qui promet la foudre à nos jeunes joueurs français et qui s'est retrouvé vraiment dans la tourmente et dans un jeu qu'on a retrouvé aéré, le French flair un peu de retour, la fougue de la jeunesse et au meilleur moment parce que c'est le début du Galtier. mandat de Galtier et consorts. Il y a vraiment une bonne équipe derrière. Il a eu raison enfin, là, sur le papier, on le voit, hein, il a eu raison justement de faire et là, il a mis un coup de balai quand même. Hein. Ben, ça fait ne serait-ce qu'une quinzaine d'années qu'on attend ça. C'est-à-dire On a des très bons jeunes. Avant chaque Coupe du Monde, de rebattre des cartes et puis de former ces joueurs. Là, dans l'optique de la Coupe du Monde en France en 2023. Et oui, on a une très très bonne formation. Oui, ça. On a des très bons jeunes, des talents. Ils l'ont prouvé dimanche. Et on l'espère pour le reste du tournoi. Voilà, il n'y a pas que des scandales dans le sport, il y a aussi, Ça va bien. heureusement, des matchs qui nous réjouissent. Merci beaucoup Pierre Chevalier, merci beaucoup Jean-Baptiste Duclerc, Anne-Charlène Bézina Duclerc et Jean-Charles Lajoigny. Et à très bientôt, un nouveau PAF.